Salam alaikum Azul Fillaoun. Bonjour. Lorsque la manne est tombée subitement dans le giron du régime, en centaines de milliards de dollars, surgit de la seule ressource des hydrocarbures, les génies intègres et hyper compétents qui dirigent le pays ne se sont pas trop compliqués la vie. Qu'avait-il à faire avec une réindustrialisation du pays pour créer la richesse, avec la revivification de l'agriculture, la mise en valeur des steppes, du Sahara, la remise à niveau de l'école, de l'université, la promotion de la recherche scientifique et tant d'autres secteurs en déshérence? Qu'avait-il à en faire? Tout cet argent aurait pu propulser le pays au niveau des pays européens, ou à peu près, ou proches de leur niveau. Ouvrir des perspectives d'avenir radieuses pour une jeunesse qui n'aurait plus eu besoin d'aller se jeter sur les routes de l'exil et de l'immigration clandestine. Mais on ne peut pas demander l'impossible. On ne peut pas demander à un chat de garder un steak saignant. Demander à un tel régime de gérer rationnellement et honnêtement une fortune aussi colossale, lui demander d'agir au mieux de l'intérêt public, serait totalement surréaliste. Ce serait trop demandé. Alors, aussitôt que l'argent a commencé à rentrer, les dirigeants ont juste eu la seule attitude que nous pouvions attendre d'eux, celle du maquignonnage brutal et sans façon. Ils ont opté pour la formule la plus simple, celle qui consistait à offrir des jouets à la population, en même temps que cela leur remplissait les poches. Et donc, en plus de tout le bazar qu'ils ont importé, ils ont vite créé des sociétés de concession auto en partenariat avec un grand nombre de fabricants automobiles, du plus simple, du plus modeste au plus prestigieux. Et, bien sûr, tous qui furent autorisés à ouvrir ces sociétés pour importer et vendre les voitures étaient tous, sans aucune exception, des parents et des clients des barons du régime. Maintenant, les Algériens, émerveillés, eux qui n'avaient pas osé rêver pouvoir s'offrir un jour une voiture toute neuve, découvrir du jour au lendemain des voitures dans des vitrines, plein de voitures de toutes les marques, en veux-tu, en voilà. Mais il y avait un hic, ils n'avaient pas d'argent pour en acheter. Alors, pour écouler leur camelote, les barons du régime donnèrent l'ordre, l'injonction aux banques de prêter de l'argent aux gens, même ceux qui n'étaient pas solvables, pour que tout le monde puisse leur acheter leur voiture. Et ainsi, les banques accordèrent-ils des crédits à la consommation à quiconque en demandait. Tout ce que voulaient les barons convertis en concessionnaires était que tout le monde puisse leur acheter leurs marchandises en très peu de temps. Le parc automobile décupla. Des experts attirèrent l'attention des pouvoirs publics que cette frénésie automobile allait provoquer une catastrophe, que le nombre de véhicules en circulation avait largement dépassé les capacités routières, que cela allait se payer très cher. Et de fait, en très peu de temps, l'Algérie se propulsa au 4e rang mondial en termes de victimes d'accidents de la route, après les USA, l'Italie et la France. Un autre record sinistre, encore plus sinistre que la sécurité sociale et les infrastructures hospitalières, était loin, très loin, des normes les plus sommaires. Lorsque la pression devint intenable et que la circulation automobile devint encore plus mortelle que le terrorisme, lorsque les bouchons sur les routes nationales devinrent hallucinants, le régime trouva une autre combine pour faire d'une pierre deux coups. Décompresser un peu la circulation automobile entre les agglomérations et en même temps se remplir les poches.
Ce fut la construction du projet du siècle, comme le baptisa le même régime. En fait, une autoroute gruyère parsemée de nids de poules, de fondrières, voire même d'affaissements et même d'effondrements de viaducs. Le projet du siècle s'avéra être, à configuration égale, l'autoroute la plus chère du monde, en même temps qu'elle était la plus dégradée du fait de malfaçons fautives, dont personne ne rendit compte en fait. Pire que cela, un gros scandale de corruption éclata, comme d'habitude. Ce furent des lampistes qui payèrent, pendant que le ministre qui avait empoché la grosse mise, pour lui et son puissant protecteur, ne fut pas inquiété le moins du monde. Il est toujours ministre. Et ainsi, dans une carte routière impossible à gérer, saturée de véhicules, l'incivisme ambiant fit le reste pour que la catastrophe atteigne son comble. Rouler en Algérie est désormais une gageure. Le code de la route n'est plus qu'une simple formalité. Plus personne ne le respecte. Chacun conduit comme il peut, comme il veut. Le plus fort passe, le plus faible ou celui qui craint qu'on lui abîme sa voiture n'a qu'à se ranger des voitures, surtout celles des nouveaux riches. Le monde du haut de leur Hummer, ces nouveaux riches de leur 4x4 et de leur morgue et de leur fric. Sur l'autoroute, les Kavzines roulent sur la bande d'urgence au point de l'encombrer, au point où quand il y a un accident, les ambulances ne peuvent ni accéder sur les lieux, ni en sortir. Mais s'il n'y avait que ça et là, des gens arrachent des glissières d'autoroute pour y aménager des passages vers leur ferme ou leur douar, d'autres des vendeurs à l'étalage qui, avec des étals d'oranges, de figues, de barbarie, du poisson, des pastèques, voire même des vendeurs à la sauvette, de galettes et même du thé à la menthe. Et dans toute cette cour des miracles, où des mendiants passent entre les voitures, des familles s'installent dans les bouchons, certaines sortent la marmite qu'on a pensé à faire cuire la veille. Et pour compléter le décor, même les voleurs en tout genre s'invitent dans cette immense foire que sont devenues les routes et l'autoroute. En ville, dans toutes les villes d'Algérie, c'est bouchon tous les jours. À un point où pour aller plus vite, il vaut mieux circuler à pied. Voilà, nous en sommes là. Soit nous n'avons pas de voiture, soit nous en avons 10 fois plus que ne peuvent en contenir nos routes. C'est comme le reste, comme tout le reste, et roule, remoule. Aujourd'hui, TSA, le spectre des énormes bouchons à Alger. Al-Watan, à quoi servent les retraits de permis? Liberté, plus de 470 morts et 5600 blessés en 30 jours, un mois d'août sanglant sur les routes. Invité avec nous aujourd'hui, M. Tirilt Mohamed Akli, retraité de la CNAS, et Fella Bouredji, journaliste, auteur de l'article d'Al-Watan que nous venons de citer. Monsieur Tirilt, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Monsieur Benchenouf, bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe de Magharibia et bonsoir à votre téléspectateur. Merci beaucoup. Alors dites-moi, Monsieur Tirilit, c'est quoi cette catastrophe? J'imagine que vous êtes vous-même automobiliste et que vous devez en subir tous les jours de choses comme on en a parlé. Oui, tous les jours on subit, c'est un calvaire qu'on subit tous les jours, matin, soir, la nuit, jour férié, tous les jours. Et effectivement, ça fait longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années que tout le monde en parlait, les journaux en parlaient, la télévision, les services publics, mais pour essayer de trouver des solutions radicales à ce problème, et je ne sais pas, ils sont là à constater, pas plus. Voilà. Mais en fait, oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a trop de voitures? Est-ce que les gens ne respectent pas le code de la route?
Est-ce qu'il y a une absence des policiers, des gendarmes censés réguler tout ça? À quoi c'est dû cette pagaille? Il y a tout ça en même temps. Il y a l'incivisme des chauffeurs d'abord, qui double à droite et à gauche. Il y a le manque d'infrastructures. Vous voyez, à Alger par exemple, il n'y a pas de feu rouge. Il y a 2 ou 3 feux rouges qu'on connaissait depuis les années 60, les années 70, et puis c'est tout. Alors que tout le monde parlait, même là où je me demande qu'est-ce qu'ils font les services publics, là où il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports. Et ils en ont parlé pour installer des feux rouges un peu partout. Il y a le manque de stationnement. Vous savez, quand vous avez un problème à régler à Alger, il faut prendre un deuxième chauffeur et laisser le deuxième chauffeur se tourner en ville, à Alger, et vous rentrez dans une administration pour régler votre problème. C'est pour ça que par manque de stationnement, par manque de lieux de stationnement, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus de voitures qui circulent. Et les feux rouges, il n'y en a pas. Donc, au plus malin, vas-y, tout le monde essaie de passer le premier, voilà. Il y a l'incivisme des citoyens. Il y a aussi la décentralisation de l'administration qui se fait pas. Moi, je ne vois pas pourquoi dernièrement ils ont construit 2 universités dans des quartiers résidentiels, l'université de la médecine, comment dirais-je, à Saïd Hamdine, une université juriste, le droit. Ben Akenoun, là où il y avait un centre commercial, ils ont détruit tout, ils ont construit une université. Pourquoi ne pas les faire sortir en dehors de la capitale? On dit ils vont créer des nouvelles villes, par exemple la Sidi Abdallah. Pourquoi ne pas construire là-bas Sonatrach qu'on connaissait avant, depuis les années 70, qu'on connaissait à Boumerdes, et ils font leur siège social à Haïdara. Pourquoi le maintenir à Haïdara? Parce qu'il y a des gens qui habitent Boumerdes, qui habitent Tizi Ouzou, et ils viennent travailler à Haïdara, à Sonatrach. Pourquoi ne pas faire sortir le bâtiment de Sonatrach, l'envoyer à Boumerdes? Eh bien, tout simplement... Pour qu'Alger respire. Tout simplement, monsieur... Et voilà, les pouvoirs publics n'agissent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais restez avec nous, monsieur Thirilt. Fenla Bouridji, journaliste à Al-Watan, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là avec nous pour la première fois. Bonjour, oui, effectivement. Merci de m'avoir invité aussi pour parler d'une question très importante. C'est nous. Donc, par rapport, oui. Alors, dites-nous un peu cette histoire pour rester un peu dans votre article, de retrait de permis de conduire. Comment ça se passe? Est-ce que c'est important? Et puis moi, je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Oui. J'en prie. Évidemment que c'est important quand on sait que ça met en difficulté beaucoup d'Algériens. C'est-à-dire qu'on peut en parler comme ça facilement, dire un retrait de permis, c'est quoi? C'est rien, mais en même temps, quand ça plonge un citoyen dans une galère interminable pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, ce n'est pas rien. D'autant plus que c'est une sanction qui ne semble pas être très bien appliquée et qui soulève beaucoup de questions. Donc du coup, on se rend compte que les retraits de permis sont en augmentation. On retire de plus en plus les permis pour justement essayer d'aller vers une baisse des accidents de la route. Sauf qu'on remarque que ça n'arrange rien. Et pire encore, ça ouvre la voie à plein d'autres problèmes, comme des problèmes de passe-droit, de corruption autour de la récupération de ces retraits de permis, en fait. Donc du coup, ça pose un problème de fond et qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure et à ce que disait le monsieur il y a quelques minutes. Ça pose un problème de gouvernance. Un problème de cohérence, c'est-à-dire aller vers des fonctions abusives comme ça, c'est quelque part s'enfoncer plus au lieu de régler réellement le problème. Donc, voilà, grosso modo. Alors, avant de revenir à ce problème de civisme qui est complètement incroyable, pour essayer de décrire un peu le chauffard algérien, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Moi, personnellement, j'ai eu quelqu'un
au bout du fil qui a vécu une mésaventure. On lui a enlevé son permis. Il était atterré parce qu'il avait besoin absolument de sa voiture pour se rendre au travail. Il n'a pas les moyens de se louer un chauffeur. Et bon, il a un peu creusé, juste un petit peu. Et on lui a dit, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu payes tant et tu vas avoir ton permis tout de suite. Et moi, je lui dis, mais comment ça se passe? Mais à la limite, tu aurais payé au policier qui te l'a enlevé avant que ça n'arrive à l'administration, j'aurais compris. Mais tu dis qu'il te l'a enlevé depuis un peu plus de 15 jours et tout. Il m'a dit, non, il s'est avéré que ça peut être réglé à n'importe quel niveau. Et tout le monde le sait. Et pratiquement une grosse partie de ceux qui se font suspendre le permis le récupèrent en payant le petit pot de vin. Tout à fait. Bon, parfois c'est juste des passe-droits, c'est-à-dire on connaît une bonne relation, on l'appelle, elle nous rend service, et parfois c'est le petit pot de vin, c'est la petite chipa, comme on dit. Oui, c'est un phénomène extraordinaire. Alors oui, on peut retire votre permis, vous pouvez le récupérer au bout d'une journée. Et voilà, et la vie continue. C'est ça en fait le vrai problème, c'est que on aurait pu adopter une mesure coercitive comme celle-là, mais encore faut-il l'appliquer correctement. Mais quand on sait qu'il y a un véritable problème d'impunité, un véritable problème de justice, et donc du coup c'est une sanction qui devient complètement absurde. Ouais. À côté, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir accès à la Marifa pour pouvoir récupérer leur permis. Et puis à côté, on a d'autres qui les récupèrent en une heure, en une journée, en 2 jours. C'est très simple. Alors il y a quelques années, il fallait avoir une relation très haut placée pour récupérer son permis. Maintenant, ça s'est complètement banalisé. Il suffit de connaître quelqu'un qui connaîtrait le cousin du frère du policier du coin ou quelque chose qui ressemblerait à ça pour récupérer son permis. C'est très facile en fait. Des témoignages de ce genre, il y en a à l'appel. Mais dites-moi, d'après vous, quelle serait la solution face à cet incivisme incroyable? Parce que les gens, c'est carrément le plus fort, il n'y a pas de priorité, comme l'a dit M. Thirilt, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de vraie réglementation, il n'y a pas de policiers comme avant dans les carrefours ou dans les ronds-points, les gens conduisent comme ils veulent. On m'a même raconté, ça fait longtemps que je n'ai pas été au pays, on m'a même raconté que sur l'autoroute, il y a des gens qui empruntent comment on appelle, la voie de secours, qui en principe n'est destinée qu'aux services de sécurité et aux ambulances. Et il paraît que les gens l'empruntent le plus normalement du monde. L'un parce qu'il c'est un boss, l'autre parce que c'est un militaire, l'autre parce que c'est un commissaire, l'autre parce que c'est un sous-préfet. Et donc c'est des passe-droits normales, ils l'empruntent et des gens s'engouffrent derrière eux et après ça bouchonne. Mais comment faire? Comment réagir face à cet incroyable incivisme? Alors moi je pense qu'on ne peut pas poser déjà le problème sans le contextualiser. Je pense que c'est un problème qui est à l'image de beaucoup de choses qui se passent en Algérie, qui relèvent d'une question de gouvernance. Donc on n'a pas un problème seulement avec cette question-là, on a des problèmes sur tous les fronts, justement parce qu'il y a une question de mauvaise gouvernance, parce qu'il y a une question d'incohérence dans les mesures qu'adopte l'État face à différents phénomènes. Donc du coup, ce problème, on ne peut pas le régler tout seul. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'Algérie se remette à... Que nous avons un problème il semble que nous ayons un problème de contact. La régie va tout de suite régler ça. Je reviens à M. Thirilt. M. Thirilt, vous êtes avec nous, M. Thirilt? Oui. Voilà. Alors, du jour au lendemain, pratiquement, avant, si vous vous rappelez, il n'y avait pas de voitures d'importation, il n'y avait que les anciens moudjahidines qui avaient le droit d'importer, ou alors ils importaient des voitures d'occasion sur certaines restrictions. Il l'a gardé pendant 5-6 ans, et quand il l'a revendu, il l'a revendu 2 ou 3 fois plus cher. C'était que le marché d'occasion, on connaissait pas le marché du neuf, ça n'existait pas. Et puis d'un seul coup, ils n'ont pas commencé à importer progressivement, ils ont inondé le marché à tel point que les experts en la matière ont réellement tiré la sonnette d'alarme. Ils ont fait des tribunes dans les journaux, ils ont dit c'est une catastrophe, nous allons atteindre un rang, et ça c'est fait, nous sommes devenus 4e rang mondial en termes d'accidents de la route et de victimes d'accidents de la route.
et la pollution dans les villes, et les encombrements, et les bouchons, et les gens qui, même des citoyens responsables, en arrivent à s'énerver tellement qu'ils montent sur le trottoir pour doubler, etc. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer comme solution à cette hécatombe, à cette catastrophe qu'ils nous ont fait subir? Moi, je pense d'abord c'est une mauvaise lecture de nos responsables avant qu'il y ait ce chamboulement. Parce que vous voyez que Alger, par exemple, il s'est multiplié peut-être par 3 ou par 4. Ce n'est plus Alger. Moi, je connaissais Alger, c'est Bab el Oued, Belcourt, la Grande Poste et puis les alentours. Maintenant, on est arrivé jusqu'à Sidi Ferruch, Tawadil, Ain Taya et tout. C'est multiplié. Donc, les besoins des gens comment dirais-je, en transport ont augmenté. Oui. Maintenant, c'est devenu la voiture est devenue un outil indispensable pour se faire transporter, lui et ses enfants. Seulement, au lieu de ramener, moi, à mon avis, avant, ça fait plus de 10 ans maintenant que ça a duré, 10 ans, au lieu de ramener toute cette mécanique, cette truc, il fallait investir dans le transport urbain, le transport collectif. Absolument. Par exemple, le métro, le tramway, ils l'ont fait maintenant, mais c'est d'une façon un peu... d'une façon, ils ont fait une ligne ou 2 lignes et puis c'est tout. D'une façon qui tiède, quoi. Mais ça n'arrange pas les affaires. Les gens sont obligés de se rabattre sur les véhicules. Et eux, ils ont besoin de ramener des véhicules pour gagner du fric. Voilà, c'est là la clé de voûte de toute la question. Ils ont besoin d'importer des véhicules sans arrêt. Ils en ont importé pour des milliards et des milliards de dollars. Je n'ai pas le chiffre en tête. Presque 10 milliards de dollars, je crois, ou pas loin. Et ils veulent encore importer. Et il y a d'autres concessionnaires qui s'installent. Ceux qui sont déjà sur place veulent toujours continuer à vendre autant. Ils s'en foutent, ils se fichent du reste. Mademoiselle Bouredji, est-ce qu'il y a un projet de permis à points en Algérie? Mademoiselle Bouredji, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, là on vous entend. Oui, là vous m'entendez. Oui, parfait. oui, très bien. Donc je disais, oui, il y a un projet de permis à points. Oui. Ça traîne. C'est pas étonnant. Il était prévu pour mars 2014, puis retardé à mai, et là on est en septembre, ça vient toujours pas. Et dans une déclaration qui date du 20 août, le ministre des Transports a expliqué un petit peu le problème en évoquant une difficulté d'application de la création de la banque de données qui permettrait d'aller vers un permis à points et avec le nouveau permis biométrique. Donc, en fait, on revient à la question de départ, qui est la question de gouvernance. Ils lancent des mesures, ils prennent des décisions, mais ensuite, leur concrétisation sur le terrain pose problème. Oui. Et je crois que c'est dû à un manque de coordination flagrant entre ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est-à-dire dans nos APC, dans les directions de wilaya, direction des transports des wilayas, et donc ceux qui sont censés gérer la question des transports sur le terrain, et puis ceux qui décident et entreprennent des choses au sommet de l'État. Donc du coup, ça prouve encore une fois qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose. Comme pour tous les autres, nous allons revenir à ce permis à point dans un instant, mais je voudrais savoir, est-ce que moi quand j'étais en Algérie, je me rappelle quand on vous infligeait une contravention, les gens jetaient la contravention, ils étaient sûrs de ne pas payer, et ils sont arrivés à un tel volume de contraventions impayées qu'ils ont laissé tomber, qu'ils ne récupéraient plus. Ça ne servait à rien. En fait, quand un policier vous donnait une contravention, c'était juste pour la forme, personne ne payait. C'est toujours le cas?
Bah écoutez, apparemment oui, c'est un peu toujours le cas. Mais bon, il y a certaines personnes qui reçoivent quand même. En fait, le petit truc, c'est une fois que vous payez la première amende, vous êtes obligé de payer toutes les autres. Mais si vous ne payez pas la première amende, apparemment, je ne m'êtes pas inquiété. Ah, donc c'est une question de fichier ou quelque chose comme ça. Toujours, c'est la question du fichier en fait. C'est exactement ce qui les empêche de lancer quelque part le permis à points. Ben oui, j'imagine, j'allais vous poser la même question. D'ailleurs, une solution plus adaptée à la question des accidents de la route, au lieu de faire des retraits de permis massifs comme ça, qui ne servent à rien et qu'on récupère avec, avec un coup de fil. Oui, parce que j'imagine que ne pas être capable de faire rentrer des amendes, ce qui est une opération relativement simple pour un État moyennement honorable où il y a une administration moyennement efficace. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il était impossible de ne pas payer son amende parce que on vous relançait, on vous faisait passer en justice, on doublait la mise et vous risquiez même une contrainte par corps. Et c'était systématique. C'était impossible de ne pas payer son amende jusqu'aux dans les années 70. Qu'un pays comme ça, qu'un État comme ça, qu'une administration qui n'arrive même pas à recouvrer des amendes puisse prétendre lancer un permis à points qui est une opération autrement plus complexe et qui nécessite l'installation d'un fichier très j'allais dire précis, où on peut retrouver la personne tout de suite, son adresse, et puis tout ce qu'il y a derrière, hein, et en amont et en aval, ça veut dire la façon de pouvoir convoquer la personne devant d'abord l'administration, lui faire une admonestation, puis la passer en justice, puis lui faire payer. Je crois que ça relève purement et simplement de l'impossible. Vous ne pensez pas ? Je préférais ne pas être trop défaitiste, mais oui, ça pose, on a du mal à le projeter sérieusement parce que on sait très bien que le manque de coordination sur le terrain est flagrant et ça. Et voilà, oui, vous avez raison, on a du mal à croire qu'il puisse le faire dans l'année qui suit. Dans l'année qui suit. Même dans les 10 années qui suivent, ça m'étonnerait, moi, personnellement. Même si je suis un peu... Ça pose un problème de coordination. Il y a un problème avec le téléphone, il me semble. Voilà, c'est mieux. Très bien par contre. Là, on vous entend bien. Oui, je disais que le véritable problème qui se pose autant pour cette question-là que pour beaucoup d'autres, c'est à quoi sert une APC, quelle est la relation qui lie l'APC et la wilaya au ministère, les gens qui sont sur le terrain aux gens qui décident. En fait, c'est problème de sang. Fella Bouredji, en tout cas, cette émission arrive à sa fin. Merci infiniment pour vos précieux éclairages. J'espère que vous reviendrez souvent dans cette émission. Je vous remercie beaucoup. Siti Ghilt Mohand Akli, merci beaucoup pour votre éclairage et j'espère vous retrouver bientôt aussi. Merci. Je vous dis à demain, très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Azul Fillaoun. Salam.